pas l'habitude de traîner des notes, mais aujourd'hui, je dois le faire pour tenir le temps, parce que le sujet s'est avéré très vaste. Ce que j'ai découvert durant ma petite recherche sur cet immeuble que je connaissais de façon superficielle, parce que je n'y ai pas étudié, premièrement, puis parce que j'ai été amené à travailler à la ville de Saguenay, en premier lieu, pour m'occuper du site patrimonial d'Arvida. Maintenant, je m'intéresse à l'ensemble de son parc immobilier patrimonial, mais c'est ça. Je vais vous faire part d'une partie des découvertes que j'ai faites, puis si ça va un peu vite, bien, on aura l'occasion, après la rencontre, d'échanger puis de partager davantage d'informations. Alors, cette présentation, elle vise à vous informer sur l'approche de la Ville de Saguenay en matière de préservation de patrimoine immobilier. Pour ce faire, je vais mettre en lumière le mode de gestion qu'on a développé puis qu'on applique, entre autres, notamment pour le site patrimonial d'Arvida. Nous verrons que le volet accompagnement de cette approche pourrait probablement s'avérer utile dans l'intention d'un processus de patrimonialisation du pavillon Gérard Arguin. Mais en amont, je tiens à mettre la table pour dresser un bref portrait de l'histoire de l'urbanisme dans l'ancienne cité de Jonquière jusqu'à sa fusion avec Kenogami et Arvida. On va aborder ensuite la question des premières prises de conscience en matière de préservation du patrimoine immobilier du secteur. Donc, vu ma position de fonctionnaire municipal œuvrant au sein d'un service d'aménagement du territoire et d'urbanisme, j'avais un accès privilégié à des archives. Donc, ça m'a permis de découvrir de quelle manière le Collège classique et aussi l'Institut de technologie se sont inscrits dans le tissu urbain de l'ancienne cité de Jonquière. Alors, un peu plus en détail, la présentation elle va s'articuler de manière à faire la mise en contexte de l'histoire de la planification urbaine. En second lieu, on va énumérer les premiers gestes de reconnaissance et de préservation légale du patrimoine immobilier de son territoire. Je parle toujours de Jonquière, mais on va s'attarder par la suite à celui de l'ensemble du territoire de Ville de Saguenay. Pour la seconde moitié de la présentation, on va se concentrer sur l'approche développée et privilégiée par la FIL afin de favoriser la préservation de ces immeubles patrimoniaux. En mettant en lumière l'expérience d'Arvida, on va identifier les obstacles auxquels on fait face et sur lesquels une municipalité peut exercer un pouvoir d'action et quelles sont les solutions qu'elle a mises en place et qu'elle compte toujours mettre en place pour ce faire. Je ne vais évidemment pas dresser un résumé complet de l'histoire générale de l'ancienne ville de Jonquière, mais je trouvais intéressant de vous projeter cette ancienne carte de 1886 qui favorise une présentation qui oriente les cantons originaux alignés au bord de la carte, ce qui fait que le nord, sur les cartes de Jonquière, et ça jusqu'aux premières fusions, n'est jamais orienté en haut. Et sur cette carte-là, il y a même la particularité d'avoir mis, non pas la rivière Saguenay en haut, mais le lac Kenogami. Donc, le nord pointe en bas. Et lorsqu'on met un agrandi de cette carte-là, orienté avec le nord en haut, on remarque la position future du collège classique qui est tout à l'extrémité est des lots primitifs 23 et 24. On va pouvoir y revenir plus tard dans la présentation. Alors, si entre 1912 et 1922, on remarque une croissance assez peu marquée là, de la zone urbaine de la cité de Jonquière, en fait l'ancienne paroisse qui est devenue plus tard cité, on remarque que sur cette troisième carte d'assureur de 1953, celle-là, on dénote facilement là, la croissance démographique, particulièrement dans le contexte de la Seconde Guerre, puis ce qui s'ensuit. Notons que même à l'aube de l'implantation du collège classique, qui va se trouver ici,
son futur site de construction se trouve clairement en dehors de la zone urbaine. Il en va de même pour l'institution de technologie qui va s'implanter en 1963 au carrefour des villes de Kenogami et d'Arvida, donc aussi en zone périurbaine. Comme ça a été mentionné tout à l'heure, l'Institut de technologie déménage à cet endroit-ci après avoir occupé quelques années ces locaux de fortune à Arvida. Je dis locaux de fortune parce qu'on avait recyclé les anciens baraquements d'armée pour loger les activités de l'Institut. Je vous invite à garder en tête la position de cette école-là, l'Institut des technologies, parce que on va y revenir plus tard, là, mais en bref, ça a contribué à alimenter la pression des professionnels à l'emploi de la cité de Jonquière pour la création d'outils de planification urbanistique. Ce relevé du bâti de 1953 nous montre les rues projetées du côté ouest du futur collège, qu'on trouve à cet endroit-ci. Puis soulignons qu'à peine un an plus tard, là, les maisons seront construites jusqu'aux abords de la rue Moissan, qui est aujourd'hui Saint-Hubert. Fait que, vous voyez ici, il n'y a encore pas de résidence dans le relevé de 1953, alors qu'en 1954, on trouve des maisons jusqu'aux abords de la future rue Saint-Hubert. Donc, un développement très rapide. Ce développement, il se fait avec le seul outil de gestion urbanistique alors en vigueur, soit le premier règlement de zonage et de construction de Jonquière, adopté en 1949. Jonquière se trouvait ni en retard ni avant-gardiste en matière de planification urbaine en comparaison avec d'autres villes de taille comparable, puis même d'autres villes de plus grande taille aussi. Rappelons qu'à l'époque, les normes de construction ne sont pas encore prises en charge par les provinces, puis que les villes, dont Jonquière, font face à des problèmes de salubrité et de sécurité qui les poussent à agir en cette matière, telle que leur permet leur charte avec la province. C'est encore à l'époque où l'urbanisme se limite cependant essentiellement à des gestes d'embellissement, puis les procès-verbaux que j'ai pu consulter du Conseil de la Cité le démontrent bien par des investissements récurrents en verdissement. Donc, on accorde beaucoup d'importance aux petits îlots de verdure un peu partout dans la ville, mais évidemment que les dépenses principales viennent de la construction d'infrastructures, mais là, c'est vraiment du côté du génie. Alors, tout le développement des systèmes sanitaires est assumé par le génie à ce moment-là. Notons que 5 ans avant la construction du premier bâtiment neuf du collège, qu'on voit ici sur la carte, la zone dans laquelle il va s'implanter présente toujours un usage prévu pour des activités agricoles. Donc, on ne le voit pas très bien, là, mais lorsqu'on vient consulter le contenu de cette zone-là, dans le plan qui est assorti, le règlement qui est assorti à ce plan-là, on voit qu'il s'agit d'un zonage agricole, donc presque à l'aube de la création du collège classique. On adopte plusieurs amendements à ce règlement au gré des besoins nouveaux qui se manifestent sous la pression démographique et non dans un souci vraiment de planification. Parmi ces besoins se présente celui du groupe de laïcs qui, avant leur association avec la communauté oblate dans leur œuvre de fondation d'un collège classique, entamera des démarches auprès du conseil municipal pour que la cité se porte acquéreur de terrain en vue de l'implantation du futur collège. Un amendement de 1955 comprendra spécifiquement le dézonage prévu à cette fin en redéfinissant la zone K7 qu'on voyait tout à l'heure sur la première carte du zonage, puis en lui attribuant en partie un zonage résidentiel et institutionnel. En 1955, le collège est fondé, puis il tient ses activités, on en a parlé préalablement aujourd'hui, dans la maison d'animation sociale et culturelle, ce qu'on appelle aujourd'hui le café de théâtre Côté-Cour, qu'on appelait à l'époque la salle paroissiale.
le Conseil prend une nouvelle résolution pour poursuivre l'acquisition des terrains auprès du propriétaire Basile Tremblay, cultivateur. Ici, on voit les terrains acquis par la Cité en 1954 sous recommandation du groupe de laïcs. Et puis là, on voit les terrains additionnels que la Cité prévoit déjà acquérir l'année suivante pour assurer qu'il y ait suffisamment d'espace pour le développement du collège. Donc, on était très ambitieux. Les laïcs et les oblats étaient très convaincants. Je l'ai constaté à la lecture des procès-verbaux et avaient vraiment une bonne relation avec le conseil de la ville. Et on arrivait à convaincre le maire et les échevins d'investir 32 000 $ pour l'achat de ces terrains-là, ce qui, à l'époque, était quand même assez considérable. Parmi les aménagements qui ne figurent pas sur les plans qu'on consulte régulièrement, puis qui nous tombent facilement sous la main, il y a des aménagements, c'est ça, là, qui sont bien en place à l'époque, mais qu'on voit bien sur des photographies aériennes. Puis les journaux aussi révèlent une utilisation vraiment intensive de la zone qui va devenir plus tard celle du développement du collège classique. Il y avait ce qu'on appelait ici le parc du centenaire, donc qui occupait principalement des activités ici, mais aussi dans cette zone-là. Qui va être déplacé, on le voit ici, à l'est de l'actuel Palais des Sports, dans le but de poursuivre le développement du quartier ici, mais aussi plus tard de construire le collège classique. En 1957, une refonte complète du règlement de zonage et de construction s'impose. Depuis 1949, l'expansion des usages résidentiels et institutionnels ont grugé 22 % du territoire agricole par rapport au plan de 1949. Puis ça, malgré l'annexion de plusieurs dizaines d'hectares au territoire là, qui ont été pris là, à la zone qui était dans la paroisse de Jonquière. Les contraintes qu'induisent l'absence de plan directeur se manifestent de plus en plus clairement avec notamment pour résultat, quelques années plus tard, le ralentissement du développement des activités économiques du centre-ville selon la commission d'urbanisme de la ville de Jonquière. Dans un rapport daté de mars 1959 résumant les sujets débattus en congrès annuel d'urbanisme et produit par cette même commission à l'attention de son conseil, l'absence de plan directeur est décrite comme un mal à guérir. Dans les documents que j'ai consultés, on a souvent des mots très, très durs là, pour déplorer l'absence de documents de planification supplémentaires au règlement de zonage. Cette urgence de développer un outil de planification complet se manifeste régulièrement jusqu'en 1963 lors du projet d'établissement de l'Institut de technologie de Jonquière sur le site de l'actuelle polyvalente de Jonquière. Donc, vous voyez ici l'Institut de technologie en 1964 qui s'agrandit plus tard, là, puis qui devient finalement la polyvalente. Dans un document de 12 pages produit par l'ingénieur de la Cité et adressé au Conseil, le professionnel souligne l'extrême importance d'adopter un plan directeur afin d'éviter toute autre gestion d'enjeux tels que celui de la construction des infrastructures d'égouts devant desservir l'Institut. Lorsqu'on superpose le réseau routier actuel à la carte de 1964, on peut aisément constater là, que la question de l'accès piétonnier à l'Institut de technologie, une école devenue polyvalente, n'a jamais fait l'objet non plus d'un abus de planification, si vous me permettez de le dire ainsi. En somme, c'est pour cette raison que lors du passage de la diapositive 5 qu'on a vue précédemment, j'ai pris la peine de vous faire garder en mémoire la position excentrée de l'Institut, qui est toujours excentrée aujourd'hui sous sa forme de polyvalente, donc école secondaire. Soulignons au passage que même si l'actuel cégep, quant à lui, plus au sud, a aussi connu son lot de conflits de circulation
piéton versus automobile, on en a parlé un petit peu tantôt, il demeure que l'implantation du cégep est mieux connectée là, avec le tissu urbain que celui de la polyvalente. Toutes ces pressions des professionnels là, auprès de la commission d'urbanisme auprès du conseil municipal ont finalement eu leur effet, puisqu'en 1963, l'urbaniste Georges Hébert de Trois-Rivières est mandaté pour commencer à travailler sur ce projet de planification. Une multitude de données sont collectées et des analyses sont faites pour ce travail colossal qui aboutira le 18 mars 1968, donc 5 ans plus tard, avec l'adoption d'un premier plan directeur de la cité de Jonquière. Ce plan qu'on peut qualifier sans hésitation d'ambitieux avec le recul pouvait probablement paraître plus réaliste dans le contexte où la population de Jonquière a cru entre 1941 et 1966 de plus de 117 %. Entre 1966 et 1971, toutefois, la ville affiche une stagnation démographique complète et son conseil commande une révision du plan directeur au même fournisseur de Trois-Rivières, notamment dans la partie sud, afin de mieux s'aligner à la réalité. On remarque sur l'agrandi qui est ici, que des propositions de noyaux de quartier qui ont probablement inspiré là, donc des propositions qu'on voyait sur le plan directeur original, là, et ont probablement inspiré au tournant des années 70 la réalisation, en fait, la construction d'un secteur qu'on appelle aujourd'hui Jonquière-Nord, où une trame de rue s'articule de manière organique autour du noyau central là, de services de proximité. Là. Donc, ce que vous voyez ici sur le plan directeur, là, ça a fort probablement inspiré là, ce qui a été fait ici de manière un peu différente. Autre anecdote intéressante à propos de ce plan de 1968, la présence tout au sud d'une autoroute régionale, 3 ans avant que les premiers échanges répertoriés à ce sujet soient identifiés dans les archives disponibles. Puis, soit dit en passant, là, la construction du premier tronçon à Chicoutimi s'est faite seulement qu'en 1981. Puis le reste de l'histoire, vous le connaissez bien. L'ambitieux plan directeur qui préconisait, entre autres, la démolition d'une part importante du noyau résidentiel central, au profit d'un véritable centre-ville mixant les usages commerciaux et résidentiels de haute densité, c'est en quelque sorte réalisé partiellement sous une toute autre forme, soulignons-le, dans la création du boulevard Harvey et l'implantation d'un complexe commercial d'importance. Pour la mise en contexte, il est pertinent d'expliquer que l'équipe de l'urbaniste Hébert en était arrivée à cette recommandation de démolition massive là, pour régler le problème de la présence d'une très grande quantité de bâtiments vétustes dans ce périmètre-là. On parle de 86 % des bâtiments qui étaient jugés dans un état de délabrement avancé. Dans cette partie de la ville, effectivement. Il se trouvait quand même, dans ce secteur, évidemment, des bâtiments qui avaient une certaine valeur et qui auraient pu s'avérer récupérables. Donc, je rappelle que le projet ne s'est pas concrétisé tel qu'on le voit là, mais il y a quand même plusieurs dizaines de bâtiments qui ont été démolis là, pour le projet de remplacement. Donc, paradoxalement, cet événement a semé la graine d'un éveil de la chose patrimoniale auprès de plusieurs citoyens jonquiérois, nourris notamment par le désarroi des familles déracinées. Ce n'est pas le type de témoignage qui fait la une des journaux, j'ai pu le constater dans mes recherches, là, où on a davantage tendance à faire l'éloge du progrès, mais le besoin de préserver s'est quand même fait ressentir à partir de cet instant pour plusieurs jonquiérois. Puis ça, je le tiens davantage de témoignages oraux, on pourra y revenir. Alors, cette conscientisation de l'importance de la préservation du patrimoine immobilier se cristallise pour une première fois à Jonquière de manière très concrète. Là, on l'a vu avec Gaston tout à l'heure, ça s'est entamé tranquillement, beaucoup plus en amont, mais c'est seulement qu'en 1998, avec la citation de la Maison d'animation sociale et culturelle, dont on parlait justement tantôt, que ça s'est cristallisé pour une première fois. Rappelons que ce bâtiment a été le lieu de tenue des premiers cours du Collège classique en 1955, comme je le disais tantôt, avant qu'un bâtiment ne soit construit sur le site de l'actuelle rue Saint-Hubert.
La fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus dépose une demande de citation pour protéger l'église du même nom et la Corporation de la sauvegarde du patrimoine de Jonquière fait de même l'année suivante afin d'assurer la préservation de l'ancienne résidence du Sacré-Cœur dont elle s'est portée acquéreur afin de restaurer et de louer ses locaux. Certains membres de cet ancien organisme manifestent beaucoup d'émoi face à ce qu'ils appelaient la destruction du centre-ville opérée durant la première moitié des années 70 et que nous avons évoqué dans des mots plus neutres lors de la projection de la diapo précédente. Si, dans les 3 premiers cas, les initiatives de protection proviennent de la communauté, le 4e geste, lui, est posé par la ville elle-même de Jonquière, qui prend conscience, avec le concours de citoyens impliqués et d'une chercheure bien connue, Lucica Morisset, pour ne pas la nommer, de la grande valeur du patrimoine d'Arvida, dont on parlera pour le reste de la présentation, ou plus précisément de l'approche déployée par la ville en collaboration avec le ministère pour assurer sa préservation. Tout ceci, donc, nous amène à la seconde moitié de cette présentation qui s'ouvre avec l'exemple d'Arvida. Pour les personnes ici là, qui pourraient être moins familières avec le sujet, le site d'Arvida, c'est 178 hectares protégés, répartis dans 3 unités de paysage, le secteur résidentiel, le secteur commercial institutionnel, de même que la ceinture verte. C'est aussi près de 800 immeubles construits très majoritairement entre 1926 et 1948. Pour la mise en contexte, soulignons que l'ensemble du territoire de la ville de Saguenay compte actuellement près de 1198, pour être très précis, là, immeubles patrimoniaux avec statut de citation, de classement ou de déclaration, et presque autant d'immeubles d'intérêt construits après 1940. L'inventaire est toujours en cours pour ce qui est des immeubles d'intérêt construits après 1940, qui sont aussi nombreux là, sur le territoire de notre ville moderne. Et puis, le cégep, évidemment, le cégep de Jonquière fait partie de cette liste-là, qui est toujours en révision. Lorsque je suis entré en poste au service de l'aménagement du territoire d'urbanisme de la ville, je me suis appliqué à identifier rapidement tous les leviers utiles à la préservation du patrimoine immobilier, puis ceux sur lesquels je pouvais exercer une force dans ma position de fonctionnaire municipal. On peut aussi voir ce système de protection comme une chaîne, dont le maillon le plus faible, malheureusement, dicte souvent la force de la chaîne complète. Alors, si on en fait la lecture de gauche à droite, on identifie d'abord la connaissance fondamentale en patrimoine fournie par les chercheurs et les institutions. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un bel exemple de genèse et de partage de cette connaissance. Viennent ensuite les outils de l'État et ses partenaires, les organismes spécialisés et les regroupements prônant la défense du patrimoine, qui contribuent quant à eux à la connaissance populaire et à l'appropriation collective. On y reviendra plus tard, partie très importante là, de la chaîne. Les outils réglementaires municipaux complètent ceux du MCC et permettent un encadrement et un suivi, mais aussi un accompagnement qui peut être plus ou moins poussé. Ça aussi, on va y revenir. Parmi les outils mis en place par les villes, on ne pense pas qu'à ceux que nous permettent de mettre en place la loi sur le patrimoine culturel, mais aussi évidemment à ceux qu'on peut générer à partir de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Viennent ensuite les maillons que j'ai identifiés comme étant les faibles et les négligés à force de travail de terrain. En fait, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que je me rende compte qu'il y avait une action importante à intenter de ce côté-là. Il s'agit de la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, parfois même des matériaux, des coûts d'entretien et de restauration, de même que la solvabilité des propriétaires et l'assurabilité des biens, cette dernière-là pouvant causer bien des maux de tête aux propriétaires depuis quelques années. Évidemment, il y a certains maillons faibles sur lesquels on ne peut, comme fonctionnaire municipal, avoir une action directe, mais on va voir de quelle manière on a pu intervenir puis essayer au moins de ne pas dégrader la situation. L'enjeu de la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, bien que faisant partie de peu de discussions, c'est un enjeu de taille, selon moi. Même le propriétaire de biens patrimoniaux bourré de bonnes intentions, excusez-moi, je vais me passer ici,
Il peut devenir anxieux lorsque vient le temps de dénicher des entrepreneurs intéressés à intervenir sur son immeuble patrimonial et qualifiés pour le faire. Les méthodes traditionnelles étant de moins en moins enseignées, les savoir-faire se perdent à une vitesse inquiétante. Je le sais pour avoir étudié, après mon baccalauréat en architecture, j'ai étudié en ébénisterie dans un programme de formation artisanale et on sentait là, tranquillement, même durant les 3 années de la formation, se dégrader là, l'état des choses. Pour un intervenant évoluant près du terrain de la restauration, il apparaît évident que la protection du patrimoine bâti va de pair avec la conservation du patrimoine intangible des savoir-faire, mais ce constat ne semble préoccuper que bien peu de personnes, malheureusement. Cet enjeu touche aussi la sphère professionnelle et les architectes et les ingénieurs peuvent se trouver face à des obstacles d'importance dans un chantier de restauration. Nous avons parlé de savoir-faire traditionnel, mais ceux en lien avec le patrimoine moderne amènent leur lot de défis bien spécifiques pour lesquels le savoir est toujours en développement et l'expertise développée probablement trop peu partagée. Finalement, à l'heure où nous cherchons des moyens pour réduire nos émissions de GES, sachant que le secteur de la construction est un très gros émetteur et que celui de la requalification de la restauration est beaucoup plus sobre, il sera, à mon avis, plus que temps, comme l'a reconnu il y a déjà plusieurs années l'organisme Éco-Bâtiment, de lier les combats environnementaux et patrimoniaux dans une quête d'efficacité. Évidemment, en tant qu'entité de la fonction publique municipale, la rédaction, l'adoption, la mise en vigueur de règlements de citation, de PIA, de démolition, d'entretien et d'occupation font partie des moyens de protection mis en place. Bien qu'essentiel, il ne favorise pas directement l'appropriation collective et l'adhésion émotive des citoyens qui est essentielle. Une municipalité peut et doit, à mon humble avis, s'associer aux institutions de recherche et aux organismes faisant la promotion du patrimoine afin de favoriser cette appropriation collective. Elle est en position de produire de l'information fiable et véritablement utile aux propriétaires de biens culturels. Il est essentiel ici de souligner qu'avant même le dépôt de la recommandation de déclaration, le ministère et la Ville, on parle d'Arvida ici, là, le ministère et la Ville avaient négocié une espèce de délégation de gestion à la Ville afin que les résidents du site d'Arvida n'aient pas à transiger directement avec le ministère de la Culture et des Communications. Ce n'est pas qu'on ne lui faisait pas confiance, c'était pour ne pas dédoubler les démarches des citoyens qui avaient déjà un permis municipal à demander. Alors, c'est ça s'est réalisé de cette manière-là. À la suite de la déclaration du site patrimonial d'Arvida, le nombre d'immeubles patrimoniaux du territoire protégés par règlement ou par plan de conservation a triplé du jour au lendemain. On s'est donc vite retrouvé débordé par une foule de questions techniques en provenance de propriétaires de ce site et avons tâché de répondre à la majorité des questions à l'aide d'outils d'information spécialisés et précis. Parmi ceux-ci se trouve une série de fiches de soutien technique à la restauration et autres interventions dans le secteur résidentiel du site patrimonial. Donc, je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas intervenir directement pour améliorer la situation en matière là, de main-d'œuvre qualifiée. Donc, on n'a pas de pouvoir direct, mais on peut au moins outiller les propriétaires et les ouvriers de la construction en général. Ces fiches se déclinent en 20 thématiques touchant autant les aménagements que le cadre bâti et permettent aux résidents d'imager le plan de conservation d'Arvida. Depuis leur diffusion, une nette amélioration des demandes d'autorisation a été constatée et plusieurs citoyens ont souligné au service leur grande utilité. Encore la semaine dernière, je recevais le courriel d'une résidence qui tenait à communiquer sa gratitude sur le contenu des fiches, sur les clôtures, les aménagements et les végétaux, exprimant que la réalisation des travaux chez elle avait déclenché une série de commentaires positifs des passants. Ce type de témoignage parle de l'effet d'appropriation et de fierté que cette stratégie de diffusion d'informations peut induire chez les propriétaires, de même que de celui d'émulation potentielle entre résidents voisins. Un des outils produits se déploie en 3 dimensions sous forme de maquette à une échelle suffisamment grande pour permettre l'observation de tous les détails caractéristiques des maisons d'Arvida.
Elles sont une source d'information précieuse pour les propriétaires et intervenants, les ouvriers, au stade de la préparation de leur soumission pour les travaux. Elle offre de plus l'avantage, par sa nature, à intéresser une clientèle toute jeune à l'architecture. Il s'agit d'un potentiel qui demeure toujours exploité, par exemple, sous forme de programmes éducatifs. En synthèse, on pourrait voir la méthode de la ville comme une triade dans laquelle l'application des règlements de préservation est évidemment l'une des composantes. La seconde, dont nous venons de parler, soit la production d'outils d'information, est, soi-disant en passant, toujours en développement, comme je le disais tantôt. Soulignons que d'autres outils sont en projet, dont, entre autres, un guide sur le maintien des valeurs et de l'intégrité des bâtiments modernes. Le troisième et dernier élément du groupe n'est pas le moindre, il s'agit de l'accompagnement. Pour les propriétaires de biens qui ne sont pas nécessairement gagnés par la cause du patrimoine immobilier, une rencontre ou un simple suivi téléphonique peut faire une différence énorme. Confronté seul à un règlement lors du développement d'un projet d'intervention sur son immeuble, un propriétaire peut rapidement se braquer lorsqu'il ne comprend pas un enjeu ou qu'il ne trouve pas l'intérêt personnel de se conformer au dit règlement. Même les convaincus, lorsqu'ils rencontrent un obstacle majeur, par exemple en planification de chantier lors de la réception des soumissions, lorsqu'ils sont capables d'en avoir, des fois les tarifs sont surprenamment élevés. Même les plus motivés, là, ils peuvent se décourager. Donc, dans les circonstances, le fait de pouvoir parler à un être humain adoptant une posture de résolution de problèmes agit très généralement comme un baume et a le potentiel de transformer une expérience désagréable en suivi stimulant. Dans le cas du projet de patrimonialisation, il faut prendre le temps de le dire, ce mot-là, j'ai remarqué tantôt, c'est ça, tu avais pris le temps d'articuler. Patrimonialisation, donc, du pavillon Gérard Arguin, un tel accompagnement pourrait s'avérer utile. Comme les dispositions de la LPC, notamment via ce que stipule son article 3, ne permettent pas d'assujettir les immeubles du gouvernement, ni de ses ministères et de ses organismes mandataires de l'État, à un statut de citation, donc octroyé par une municipalité, son champ d'action dans un tel projet de reconnaissance se trouve dans le suivi et le support qu'elle peut apporter, notamment dans un événement comme celui d'aujourd'hui, mais aussi dans le processus de projet d'intervention sur une partie de l'immeuble qui s'avère porter un intérêt patrimonial. Concrètement, cette collaboration pourrait se concrétiser dans des recherches qui pourraient, par exemple, commander un projet de restauration des valeurs par le retour aux caractéristiques originales d'un élément de sa composition. Elle pourrait même s'incarner dans un accompagnement à la production d'un devis d'intervention favorisant la préservation ou la réintégration d'éléments caractéristiques. En synthèse, dans un contexte d'intention de préservation du patrimoine immobilier, on a tout avantage à allier les forces vives du domaine et à combiner les efforts à la résolution de problèmes. Les chasses gardées n'aident en rien la cause qui nous occupe aujourd'hui, puis on a infiniment avantage à se parler. L'étape ultime de la production d'outils d'aide, puis là j'achève la présentation, l'étape ultime de la production d'outils d'aide aux interventions sur le patrimoine immobilier, c'est pour moi celui d'un chantier école. C'est un très, très grand défi. Celui-ci commande une grande volonté politique car ça implique des dépenses substantielles. Mais surtout, on est dans un contexte législatif aussi où la construction est très contrôlée. Ça peut être difficile de faire entrer des artisans ou des apprentis là, sur un chantier comme tel. Mais si on pouvait impliquer, par exemple, dans un projet comme ça, un partenaire formateur, un partenaire opérateur, qui pourrait rendre les lieux accessibles à la visite par la suite, ça pourrait être drôlement intéressant. Pour faire pleinement œuvre utile, le chantier devrait être soigneusement documenté, en l'occurrence par le partenaire opérateur, afin qu'une fois intégralement restauré, le bâtiment serve de lieu d'interprétation entièrement dédié à la diffusion des savoir-faire en matière de préservation du cadre bâti. Le site d'Arvida serait comme tout dédié là, pour un tel projet. En attendant cette étape qui demandera une grande préparation, un partenariat a été tissé récemment avec le Conseil des métiers d'art du Québec
appuyé financièrement par le ministère de la Culture et des Communications pour offrir une formation de perfectionnement à des menuisiers de la région. La Ville s'est engagée à fournir la matière première pour ce projet, soit des composantes patrimoniales non utilisées de bâtiments anciens, principalement des fenêtres de bois, aussi des portes, des volets, collectées auprès de citoyens dans une campagne de cueillette. Le Conseil des métiers d'art, via l'action de la branche Architecture et patrimoine, donc, offre non seulement des services de formation, mais aussi organise des événements sur le sujet, chapeaute un réseau de professionnels reconnus et facilite leur accès au chantier. Il s'agit d'un incontournable en matière de préservation des savoir-faire dont on parlait plus tôt. Alors, pour terminer, je dirais simplement, je conclurai simplement en disant « Vive le patrimoine bâti et l'intangible qui le soutient. Vive les collaborations, les alliances et le partage au profit de son appropriation collective. Et vive le patrimoine moderne qui a besoin d'amour. » Merci beaucoup.